Alors, en quelques mots, on m'a proposé aujourd'hui d'intervenir sur le sujet de l'open data. Il y a un sujet sur lequel je travaille régulièrement, qui vient aussi d'être à l'instant abordé comme étant l'une des sources d'information et donc de connaissances utiles aux organisations de tout type. C'est d'autant plus intéressant de réaborder ce sujet qu'en 2012, j'avais aussi dans le cadre de l'Égide, alors j'ai retrouvé les slides d'il y a maintenant 9 ans. J'avais, lors de cette journée Égide, eu l'occasion de parler de l'open data en 2012. Open data pour qui, pourquoi? Euh, pour préparer cette intervention, on m'a dit qu'il était intéressant de faire le pont entre ce qui avait été dit à l'époque et aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'entre 2012 et aujourd'hui, il y a tout qui a changé. Donc en fait, ça laisse une perspective et un cadre d'intervention assez large. Alors l'open data, je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire que je revienne sur tous les détails, notamment historiques, mais quelques éléments qui sont importants pour qu'on on sache précisément de quoi nous parlons. La notion même d'open data, c'est une notion qui a été définie de manière communautaire, je dirais. Alors, c'est souvent à la fois l'un des aspects intéressants des initiatives qui viennent de la pratique, mais aussi l'une des difficultés en termes d'appréhension, parce que c'est parfois beaucoup plus flou. Bon, de fait, lorsqu'on parle d'open data, maintenant, il y a des définitions, en l'occurrence une définition qui fait référence et qui est celle utilisée par la majorité des pays lorsqu'elles mettent en œuvre ces principes de l'open data dans leur propre loi, leur propre système juridique. Donc l'idée de l'open data, c'est d'avoir des jeux de données qui sont soumis à des licences qui permettent le libre accès aux données, la liberté de redistribution des jeux de données ainsi diffusés sous ces termes-là, liberté de réutilisation des données, absence de restrictions techniques, une attribution des auteurs et des contributeurs. Ce sont des licences qui assurent l'intégrité des données. Je rentrerai potentiellement sur les détails si nécessaire. Et surtout des licences qui assurent une absence de discrimination entre les personnes, les groupes, entre les domaines d'application et les contextes dans lesquels les jeux de données sont diffusés. Alors, cette définition, c'est une définition qui n'est pas celle d'un pays, c'est donc une définition communautaire qui est la définition de référence qu'on va retrouver maintenant dans la majorité des réglementations. L'open data, c'est un mouvement plus largement qui s'inscrit dans ce qu'on appelle l'open source, ce qu'on appelle le contenu ouvert. Alors, je pense que si je vous parle de Wikipédia, de ces encyclopédies collaboratives, c'est des choses qui maintenant sont tout à fait ancrées dans nos pratiques. Donc, cette démarche de pouvoir accéder à une encyclopédie dans laquelle tout le monde peut potentiellement contribuer pour ajouter les bêtises ou les enlever, mais qui, de par cette contribution finalement collective, cette intelligence collective gagne en qualité. On connaît bien l'open data, c'est cette idée de plus que du contenu, s'intéresser à de la donnée. Alors parfois, c'est d'un point de vue directement humain, c'est plus abstrait, parce que lorsqu'on lit un texte, on sait de quoi on parle. On l'associe assez facilement à nos propres usages du quotidien. Lorsqu'on a une base de données avec, je dis n'importe quoi, les températures de toutes les villes de France, on comprend le concept, mais on en voit moins l'application directe. Pour autant, c'est quand même sur les données ou par ces données-là qu'en fonctionne la majorité des services et qui sont utilisés de plus en plus aujourd'hui, offerts de plus en plus de services sur Internet. Un autre mouvement, je n'en parlerai pas, c'est pas plus que ça aujourd'hui, celui de l'open hardware, qui est aussi l'une des initiatives ou des démarches qui aujourd'hui est très inscrite dans la pratique et qui est dans le domaine du cloud computing, dans le domaine de l'embarqué, dans le domaine du spatial ou de l'énergie, fait de plus en plus d'émules, c'est-à-dire des communautés, des acteurs à la fois privés et acteurs publics qui travaillent ensemble pour avoir des plans complètement ouverts pour répondre aux besoins de leur métier, de leur secteur industriel. L'open data, alors donc là c'est 2013, c'est aussi quelque chose qui a été inscrit dans les politiques des différents États, donc là c'est un engagement. L'Open Data Charter en 2013, donc je pense que vous reconnaissez une partie des personnes qui sont autour de la table. Et donc c'était cette volonté de la part des pays, de la part des différentes nations, États qui ont participé à ces discussions,
cette volonté aussi de faire en sorte que ces logiques de transparence, ces logiques de participation à la politique publique s'appuient sur des données qui soient largement partagées. C'était l'une des initiatives fortes du président, la présidence Obama, l'une de ses premières démarches d'ailleurs, mais qui s'est ensuite assez rapidement généralisée à d'autres pays, avec la France qui avait pris d'ailleurs la présidence de cette alliance des pays rentrés dans une démarche de gouvernement ouvert, et donc qui avait inscrit sa propre politique et démarche d'open data dans ce contexte-là. Donc finalement, plus que simplement des personnes qui, de ci, de là, réparties sur partout dans le monde, qui travailleraient ensemble en produisant des jeux de données collaboratifs soumis à des licences qui permettent à tout le monde l'usage et la redistribution. L'open data, c'est aussi et surtout maintenant, en tout cas en termes d'initiatives ou d'efforts, des pays, des administrations à toutes les échelles qui diffusent leurs données pour participer avec des données donc, publiques, en partageant ces données publiques, participer activement à la vie qui se passe sur le numérique. Donc, d'assurer que dans le numérique, il y ait une place importante liée à, aux données qui sont partagées par les administrations, mais aussi de faire en sorte que les administrations, les acteurs publics, puissent profiter de cette logique de société de l'information qui s'appuie donc massivement maintenant sur du partage et de la réutilisation de données. Là pour l'instant, c'est le contexte un peu général, mais c'était 2013, donc peu après qu'on soit vu, ou que la première promotion, et que j'ai pu échanger sur ces sujets en 2012. Alors, excusez-moi, je vous coupe juste 2 secondes. On ne voit pas très bien les titres des slides. Est-ce que vous pourriez dézoomer un tout petit peu votre présentation, si c'est possible? On va la peut-être relever. Alors, c'était celle d'avant, mais là, parfait. Le problème, c'est que si je vous le mets en plein écran, l'effet n'est pas génial. Alors, désolé. Non, pas de souci. Les aléas du direct. Ouais. On voit mieux, merci. J'y serai vigilant. Et donc, l'open data, en France, ça s'est traduit. Donc, à l'époque, j'avais parlé de la circulaire de 2011 qui, notamment, avait mis en place Etalab, donc une mission interministérielle à l'époque, qui avait vocation à aller voir les différents ministères, différentes directions pour sortir le maximum de données, les partager dans le contexte de la loi 78, donc de cette idée de fournir des documents administratifs et de permettre la réutilisation des informations contenues dans les documents administratifs. Donc il y avait cette mission Etalab en 2011 qui avait été créée, qui ensuite a eu ce travail un peu pédagogique auprès des différents ministères. En 2015, on a eu une loi, donc là on passait vraiment à une échelle supplémentaire, une loi donc, qui était dite la loi Macron en matière de mobilité, qui finalement a préfiguré les premiers pas de l'open data tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a imposé à un certain nombre d'acteurs, d'opérateurs économiques et puis d'acteurs publics la diffusion de données dans le domaine de la mobilité, en disant finalement le domaine de la mobilité, c'est un domaine qui a besoin d'avoir le maximum de données ouvertes, partagées, et de pouvoir facilement interconnecter des données de différents transporteurs. Et donc, on impose un statut lié aux données de mobilité qui favorise cette dynamique. Donc là, c'était en 2015. Et c'est ce qui, bien des années après, a donné lieu au portail transport.data.gouv.fr, qui est donc un service qui est aujourd'hui fourni par l'État, qui articule et qui collecte et rend accessible au travers d'une API unique l'ensemble des données des transporteurs à l'échelle française pour avoir un point central d'accès aux données de mobilité. Donc ça, c'était en 2015, focus uniquement données de mobilité. Deux autres lois qu'on a eues dans la même dynamique, je dirais, c'était la loi NOTRe et la loi Walter. La première qui venait étendre le régime qu'on connaissait des informations publiques, donc des documents administratifs et des informations publiques de 1978 à de nouveaux acteurs. Donc globalement, et je fais très, très bref, auparavant, ce qu'on appelait la loi de 78 qui concernait l'ouverture des documents administratifs concernait certains acteurs et avait un certain nombre de limitations dans sa manière de procéder. C'est vraiment centré sur le document administratif, peu encore sur les informations contenues dans les documents. Au fur et à mesure, et notamment par ces lois-là, on a élargi
les informations, le nombre d'acteurs qui étaient concernés par la loi et le type d'obligations qui étaient à leur charge. Et là, notamment, donc toutes les organisations territoriales, toutes les collectivités se retrouvent soumises à ce contexte d'une loi en matière de mise à disposition de documents administratifs et de réutilisation de l'information contenue dans les documents administratifs. Et dans la loi Walter, on a une généralisation aussi de la gratuité. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait cette idée de, pour des logiques de transparence, tout le monde doit avoir accès à des documents administratifs. Aujourd'hui, on a cette idée qu'au-delà de l'accès aux documents administratifs, il faut permettre la réutilisation des données, et au-delà de la simple possibilité d'utiliser les données, il faut qu'on puisse le faire gratuitement. La loi qui a le plus, j'allais dire, révolutionné ou changé le contexte de l'open data en France, c'est la loi pour une république numérique. Donc cette loi pour une république numérique qui était un projet porté par, à l'époque, la secrétaire d'État au numérique, Axel Lemaire. C'était une loi qui allait beaucoup plus loin que la simple transposition de la directive Public Sector Information européenne en matière, donc d'information publique. C'est une loi qui visait à consacrer une vision française de ce qu'était notre société à l'ère du numérique, et qui donc ne concernait pas que l'open data, mais qui a donné une place particulièrement importante à l'open data, en étendant à nouveau le champ des obligations, et en consacrant, j'y reviendrai, notamment un principe d'open data par défaut. Donc ça fait partie aussi des grands changements qui aujourd'hui sont encore en cours de mise en œuvre, en tout cas d'appropriation par les acteurs concernés, mais qui est vraiment un point pivot en matière d'open data en France. Donc avec au global aussi la nécessité d'avoir une culture de la donnée, pour rejoindre ce qui était dit juste avant moi, et de la donnée ouverte, plus que ça, pour partager et collaborer, que n'avaient pas encore les administrations, et qui de plus en plus maintenant se met en place. Donc ça favorise ce que j'évoque juste après, les collaborations publiques-privées aussi, autour de la production de nouveaux produits et de services. Et je reviendrai sur quelques mesures assez précurseurs de la loi pour une république numérique. L'open data, c'est aussi, donc là je parlais rapidement de la France, mais c'est aussi à l'échelle européenne un changement, en tout cas un thème qui ne cesse de gagner en importance. La directive donc, de 2013, auparavant de 2003, qui avait été révisée en 2013, a de nouveau été révisée en 2019. Donc là aussi, ça fait partie des champs réglementaires dans lesquels on voit une accélération, je dirais, des réformes, et pour pouvoir intégrer les opportunités, et puis aussi encadrer au mieux les potentiels abus qu'ils peuvent avoir dans ces différents champs. Là, en matière d'open data, c'était vraiment de faire en sorte que des données qui étaient partiellement partagées le soient complètement, et que d'autres données qui ne l'étaient pas encore le soient complètement aussi. Donc, deux citations, je ne vais pas plus aller dans les détails, mais Andrew Sansip et Maria Gabriel, donc, qui est à la fois vice-présidente chargée du marché numérique unique et commissaire européenne à l'économie et à la société numérique. Au moment de cette nouvelle directive qui s'appelle donc maintenant la directive Open Data, on va expliquer le rôle qu'avait l'Open Data en termes de société de l'information. C'est le terme qui est particulièrement consacré à l'échelle européenne. Donc, faire en sorte que par la diffusion de données qui viennent du secteur public, on favorise finalement l'économie des acteurs, notamment privés, qui en ont besoin pour produire de nouveaux produits et services. Et faire aussi en sorte que par ce partage des informations qui viennent du secteur public, il y a une plus grande transparence, qu'il y ait une participation aussi à la politique publique. Donc, c'est les deux grands axes, hein, l'innovation, société de l'information, et la transparence, qu'on retrouve dans le domaine de l'open data. Si je poursuis, parce que le temps est compté, les quelques grands chamboulements ou changements qu'il y a eu donc, depuis 2012, c'est le passage de l'open data à la demande à l'open data par défaut. Ce qu'on entend par là, c'est qu'auparavant, l'open data, c'était le régime de la loi de 1978, c'était la capacité qu'avait un acteur à demander à l'administration un document administratif. Et ensuite, la loi avait automatisé l'autorisation qui lui était donnée de réutiliser les informations contenues dans le document. Aujourd'hui, l'open data par défaut, c'est un régime qui va, avant même qu'une personne vienne demander à l'administration un document, c'est un régime qui va imposer à l'administration de partager un ensemble de documents administratifs et de permettre la réutilisation des informations qui y sont contenues. Donc, on n'est plus dans
quelqu'un vient me demander l'information et je dois lui transmettre, mais au contraire, dans je dois transmettre, et on peut me reprocher de ne pas l'avoir fait. Donc aujourd'hui, toute administration de plus de 50 agents publics, pour les collectivités, il y a aussi le nombre d'habitants qui doit être au minimum de 3500. Toutes ces administrations sont tenues de publier en ligne les documents administratifs sous forme numérique. Donc, il y a une liste à la Prévert. Bon, liste à la Prévert, il n'y en a que 4, mais donc, les documents qui ont fait l'objet d'une communication. Donc, si on a déjà transmis à la demande un document, il faut qu'on le transmette cette fois-ci automatiquement, qu'on le mette à disposition de toutes les autres personnes sur notre plateforme. Les documents qui figurent au registre, je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est un registre qui est complété par chaque administration et qui concerne les principaux documents administratifs qu'elle met à disposition. Les bases de données mises à jour de façon régulière. Donc là, on voit l'importance des bases de données dans son contexte d'open data. Et toutes les données qui présentent un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Et là, c'est un peu la catégorie valise. C'est-à-dire que là-dedans, vous mettez la majorité des données qui sont partagées par les administrations, puisque dès lors qu'on peut justifier l'intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental, on rentre dans ce statut des données de la qualification d'open data par défaut. Autre aussi apport donc, de la loi pour une République numérique, cette idée de données de référence. C'est-à-dire qu'au-delà de la mise à disposition d'un certain nombre de documents administratifs et la possibilité donc, de rédiger des informations contenues, au-delà du fait de devoir le faire avant même qu'on nous le demande, maintenant, les administrations ont aussi, pour certains jeux de données, des obligations particulières en termes de mise à disposition des jeux de données. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle souvent en informatique des SLA, donc des niveaux d'engagement minimum de disponibilité en l'occurrence des données. Là, en l'occurrence, ça veut dire que pour un certain nombre de jeux de données, ceux qui sont dans l'encart vert, vous avez des administrations qui sont en charge d'assurer leur bonne accessibilité. Donc, faire en sorte que n'importe qui puisse accéder à l'information, mais surtout créer des services sur la base de ces informations-là. Donc, on est vraiment dans cette idée il y a des données qui sont dites des données pivots, donc il y a des données de référence, et l'importance qu'elles ont vis-à-vis de l'économie et de la société est telle que l'administration, au-delà de simplement le mettre à disposition, doit en plus assurer la possibilité pour d'autres de créer des services et de la valeur par-dessus. Alors, il y a aussi un des sujets qui a été ajouté dans le cadre de la loi pour une République numérique et qui fait partie des perspectives aussi, c'est cette notion de données d'intérêt général. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer récemment le rapport de la mission Botorel. Je crois que j'en parle un peu plus loin dans les slides, mais en 2020, je crois que c'était à la fois Premier ministre et Président de la République. Donc, il y a eu une mission qui a été créée et confiée à Éric Botorel autour de la question de la valeur des données et des codes sources, et dans lequel la notion de données d'intérêt général est particulièrement développée. Ça témoigne d'une volonté d'étendre le régime de l'open data que j'ai évoqué, qui aujourd'hui concerne principalement les administrations et les acteurs publics, à des acteurs privés. Donc de considérer que du fait des données en elles-mêmes et de l'importance qu'elles peuvent avoir, notamment pour une administration qui souhaiterait les détenir pour proposer dans le cadre de leur propre mission de service public, certaines données qui viendraient du privé devraient être partagées aussi et mises à disposition sous des régimes de type open data. Il n'y a pas une définition globale des régimes d'intérêt général pour dire voici quelles sont toutes les données qui devraient rentrer dans ce régime-là. En revanche, on a une multitude de régimes spécifiques qui rentrent dans cette logique de données d'intérêt général. Dans la loi pour une République numérique, on retrouve donc notamment toutes les données relatives aux délégataires d'un service public, toutes les données relatives aux autorités administratives, organismes chargés d'un service public industriel et commercial, les services de radio, télévision, gestionnaires des réseaux publics de distribution, électricité, transport d'électricité et gaz naturel, tout ce qui est gestionnaire de public routier et tout ce qui est organisation privée sollicitée pour les enquêtes, donc tout ce qui est statistique. Et partie des sujets qui en Europe sont aussi particulièrement poussés aujourd'hui, donc cette idée d'avoir des régimes pour des données dans des domaines très particuliers, des régimes de données d'intérêt général qui imposent l'ouverture, même si elles sont produites par des acteurs privés à l'origine. Ce qu'on retrouve toujours dans cette idée de vous donner des éléments un peu d'actualité sur ce qui s'est passé depuis ces 9 dernières années, ce qu'on a retrouvé dans la directive Open Data, et là en quelques mots,
donc 2019. C'est une meilleure définition aussi des différents formats de mise à disposition des données. Forcément, ce qu'on peut faire aujourd'hui n'a plus grand-chose techniquement, n'a plus grand-chose à voir avec ce qui pouvait être fait à l'époque, dans les années 2010. De plus en plus, on se tourne maintenant vers une mise à disposition des données au travers des API, donc c'est une interface de programmation. Une API, c'est donc un site web qui va fournir les données à la demande de l'utilisateur du site. Et plutôt que de télécharger énormément de données pour n'en traiter qu'une seule partie, on peut très facilement, en échangeant des informations avec un site internet, accéder uniquement à la donnée qui nous intéresse. Donc de plus en plus, maintenant, les services qui sont proposés sur Internet s'appuient sur une exploitation et des requêtes auprès des différentes API, des communications avec les différentes API. Bon, le principe de tarification aussi qui tend vers zéro, je l'ai évoqué tout à l'heure dans la loi Walter. Il y a une volonté de réduire le coût de réutilisation des données, de demander à ce que toutes les données qui sont soumises à des régimes de type open data puissent être réutilisées sans qu'il y ait de coûts supplémentaires pour pouvoir réutiliser la donnée en question. Il faut savoir, et je donne l'exemple très rapidement, mais en France, il y avait à l'époque, en 2011, jusqu'en 2014-2015, il y avait quand même un certain nombre de jeux de données qui étaient issus de l'administration qui étaient facturés. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas réutiliser les données sans avoir à payer à l'administration un coût supplémentaire, et souvent justifié par le droit sui generis des bases de données. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails, mais il y avait cette idée avant de pouvoir vendre des données, même lorsqu'on était une administration. Aujourd'hui, c'est vraiment l'exception. L'IGN, qui était l'un des établissements qui avait un modèle économique basé sur la vente de données, aujourd'hui d'ailleurs fournit gratuitement les données en question. Météo France, pareil, est en train d'évoluer vers un système de mise à disposition gratuit. Donc on voit qu'il y a quand même une tendance vers une plus grande gratuité des données qui sont proposées ou fournies par le secteur public. Dans la directive Open Data 2019, on trouve aussi, et ça c'est encore en pleine réflexion, les données spécifiques, dites données à forte valeur, qui sont, et donc pour l'instant il n'y a que des catégories, mais des données qui figureraient dans les catégories des données géospatiales, puisque observation de la Terre, l'environnement, données météorologiques, statistiques, entreprises, propriété d'entreprise et mobilité. Et pour ces données à forte valeur, donc là en ce moment il y a des discussions et négociations auprès des acteurs concernés, il y aurait aussi, un peu comme les données de référence que j'ai évoquées tout à l'heure, des obligations supplémentaires à la charge de celui qui les fournit pour assurer une plus grande réutilisation possible des données en question. Et dans la directive Open Data, on retrouve aussi une incitation forte aux données d'intérêt général. Données de la recherche, pareil, c'est partie des données qui sont inscrites dans la directive Open Data et qui ont vocation à être plus largement ouvertes. Je fais bref parce que le temps court. Ce qu'on a vu aussi, qui n'était pas le cas auparavant en matière de licence dans la loi pour notre public numérique, c'est qu'il y a maintenant à la fois l'obligation de... Les administrations qui veulent utiliser une licence pour permettre la réutilisation de leurs données ne peuvent utiliser que quelques licences particulièrement énumérées par la loi et par un décret d'application. Là, en l'occurrence, c'est les licences en matière de logiciels. Donc, les logiciels aussi sont des documents administratifs soumis aussi au régime de l'open data et qui doivent donc être diffusés sous une licence de ce type-là. En matière de documents non logiciels, ce serait la licence ouverte ou la licence ODVL. Et peut-être juste une remarque, donc licence ouverte était la licence publiée par Etalab à l'époque et mise à jour depuis, en licence ouverte 2.0. Juste une remarque, parce qu'elle ne fait pas partie des licences qui sont utilisables par l'administration, et c'est une licence qui est très utilisée par ailleurs. Les licences Creative Commons, que vous connaissez certainement, sont des licences qui, depuis la version 4.0, alors j'ai plus la date en tête, ça doit être 2016, je pense aussi 2015-2016, intègrent complètement le fait de pouvoir être utilisées sur des jeux de données. Ce n'était pas le cas auparavant, ce qui d'ailleurs justifie qu'elles n'étaient pas utilisées en France ou très peu. Aujourd'hui, c'est le cas, mais il y a d'autres licences qui sont utilisées, donc on retrouve quand même peu de données publiques diffusées en open data. Sous licence Creative Commons. Et pour finir sur des éléments un peu plus prospectifs, les cas qu'on voit aujourd'hui, en tout cas les réflexions qui sont menées en matière d'open data, c'est notamment l'articulation entre open data et intelligence artificielle, entre open data et open API, donc l'accessibilité, ce que j'évoquais tout à l'heure, simplifiée aux données via des API ouvertes. On a aussi toutes les réflexions, et je vous invite à lire le rapport de la mission Botorel sur la valeur
et les conditions de la réutilisation des données du secteur public. Et que dire d'autre? Oui, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que de plus en plus, on se retrouve dans des logiques d'écosystèmes sectoriels, dans ce que je mettais ici, sans rentrer trop dans les détails. C'est-à-dire que vous allez avoir, là c'est dans le domaine de l'énergie par exemple, là dans le domaine du tourisme, transport j'en ai parlé, ici c'est l'agriculture, là c'est le spatial, là c'est la mobilité, des acteurs qui, parce qu'ils ont un intérêt commun sur ce domaine-là, vont partager d'eux-mêmes, ou parce qu'ils en ont l'obligation, leurs données en open data. Et donc vous avez maintenant des entrepôts de données ouvertes, sectoriels, qui sont comme ça fournis, alimentés, maintenus par ces acteurs d'un même secteur industriel, donc il y a le même secteur, parce qu'elles en ont besoin pour leur propre activité, parce qu'elles veulent mettre à disposition leurs données à d'autres, parce que finalement, elles ont plus d'intérêt à ce que d'autres utilisent leurs données qu'à l'inverse, de voir les données des autres utilisées à la place. Voilà très brièvement les éléments que j'avais envie de partager avec vous. Je vois que le temps file, donc je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.